Honneur, respect, mes chers amours. Contente de vous joindre à travers ce médium virtuel. Un plaisir donc parler, d'échanger avec vous sur la chaîne Manzès Choublac pour une émission vraiment riche en réflexion et surtout des conseils, je suppose, qui seraient salutaires pour nous tous et toutes. Parce que on dit que tout changement commence déjà par soi-même pour ensuite joindre le maximum de personnes. Donc, une émission en deux thèmes. Le premier, la saga entre le Premier ministre Trudeau et le président Donald Trump. Le deuxième thème, naturellement, on va parler de certains changements qui se font à travers l'AES et certains pays africains. Et on va voir, tout en s'inspirant de certains pays, si bel et bien nous sommes sur la bonne voie. Alors, une émission, comme j'ai dit, enrichissante. Soyez là, restez bien accostés jusqu'à la fin et vous verrez que justement, il n'y a rien de mystérieux dans ce que je vais dire, mais tout simplement une manière très simple de nous dire qu'il faut rester dans le focus, qu'il faut rester vraiment dans cette lumière-là qui va et qui devrait nous amener vers une résistance, vers une élévation, vers une souveraineté, comme j'aime bien le dire, totale, capitale. Alors, point 1. Ça me fait rire. La saga que vous avez bien entendu suivie, pour certains et certaines d'entre vous, entre le Canada et les États-Unis. J'aime bien dire entre le Canada et les États-Unis parce que pour les personnes qui sont vraiment matures en politique, elles ont trouvé le moyen naturel, clair et surtout mature de traiter le sujet. Vous allez voir comment ça a commencé et qu'est-ce qu'il en est réellement. Écoutons cette émission-là de certains confrères, certains analystes politiques qui nous expliquent vraiment de quoi il en est question. Plus les heures passent et plus on en apprend sur les sujets de conversation entre Donald Trump et Justin Trudeau à Mar-a-Lago vendredi soir. Le premier ministre Trudeau aurait dit au président qu'il tuerait l'économie canadienne, ce à quoi M. Trump aurait répondu que dans ce cas, le Canada devrait peut-être devenir le 51e État des États-Unis. Alors d'abord, Donald Trump a ajouté que Justin Trudeau pourrait devenir le gouverneur de ce 51e État. C'est un souper, c'est des blagues et je vais vous dire, heureusement que je n'étais pas là à la place de Justin Trudeau parce que j'aurais dit à Donald Trump que peut-être les États-Unis feraient une extraordinaire 11e province et il serait un premier ministre provincial extraordinaire lui aussi. Alors, vous avez compris. Lors de cette rencontre-là tenue à Mar-a-Lago, 3 thèmes importants ont été traités par les chefs d'État qui étaient là et dont on parle d'immigration. C'est très important pour les deux pays qui reçoivent énormément d'immigrants venant d'ailleurs, de drogue, parce qu'on sait que les États-Unis, entre autres, le Canada est devenu aussi un port de transit du commerce de la drogue, et le tarif entre le Canada et les États-Unis qui devrait s'élever à 25% selon ce que Trump réclame du Canada. Alors, vous avez compris, c'est une sorte de blague malaisante, mais qui date de George Washington. Donc, il n'y a rien de si important, il n'y a rien vraiment qui devrait nous mettre sans souffle en écoutant un tel propos, une telle connerie, je dirais. Parce que c'est sûr que des pays qui ont une frontière, qui sont voisins, généralement, ont souvent des conflits. Le Canada et les États-Unis n'étaient pas épargnés non plus. Dans le temps, ils ont eu de longs combats. Et ça, c'est toute une autre histoire, c'est un pan de l'histoire canadienne qu'à un certain moment, on va devoir discuter parce qu'il y a là beaucoup de leçons à tirer. Et donc, il y a toujours eu des petits malentendus, des petits incidents diplomatiques, mais sachant que leurs racines sont les mêmes, ils ont toujours trouvé un moyen de s'entendre sur certaines choses parce qu'il ne faut pas oublier, on parle d'un système impérialiste, donc un système qui a besoin aussi de sous, d'argent, de transactions pour survivre. Donc les États-Unis, malgré qu'ils chaussent toujours leurs bottes de cow-boy, savent qu'à un certain moment, il faut un petit peu se mettre en retrait et un petit peu
passer comme le mauvais policier. Ils jouent bien leur jeu, leur carte. Et on sait, je l'avais mentionné lors d'une de mes émissions précédentes, que les États-Unis n'ont pas de pitié, même pour leurs alliés. Donc, c'est des gens qui sont là, des gouvernements, que ça soit démocrates ou républicains, ils sont là pour défendre bec et ongle leurs intérêts économiques avant tout. Donc, ils peuvent foutre la pagaille dans n'importe quel pays pourvu que leurs intérêts soient servis. Et ce que vous avez compris, ce que vous allez comprendre à travers mes propos, un ou deux extraits qu'on va passer, vous allez comprendre qu'ils vont vouloir mettre la division là où ils peuvent l'alimenter pour justement avoir le dernier mot, pour justement pouvoir mieux sortir et jouer leurs cartes. Et si ils sont en face de certains individus qui sont immatures au niveau politique, qui ne comprennent pas et qui n'ont pas un système vraiment coriace, eh bien, ce qui va arriver, comme dans le cas de bien de nos pays, eh bien, ils vont accepter de foutre la pagaille chez eux, de mettre leur pays dans des situations d'insécurité, dans des situations de vulnérabilité profonde pour justement assouvir l'appétit de l'ogre. Alors, c'est ce qui se passe. Heureusement, au Canada, ils sont là depuis fort longtemps à transiger avec eux. Ils comprennent la politique, même si la droite veut essayer de jouer sur ces cartes-là pour démontrer que le PM n'est pas à la hauteur de ses promesses et de sa capacité en tant que chef d'État. Ils essayent de jouer cette carte-là, mais il arrive que certains de ces politiques comprennent aussi, on ne peut pas aller solo. On ne peut pas miner la réputation du chef d'État parce qu'en le faisant, on va se mettre en pleine vulnérabilité et on va se mettre dans une situation où ça va être plus facile de nous faire baisser les chines. Et ils ont compris cette situation-là et tenez-vous bien. Et je crois que ça a été un bon point pour Trudeau lorsqu'il a décidé de rencontrer tous les premiers ministres du Canada pour se rencontrer et voir dans quelle mesure ils peuvent trouver le message clé, l'action idéale pour faire face à ce Trump-là qui est capable, en se faisant passer pour l'imbécile du milieu, trouver la bonne façon de faire courber ses homologues. Et il s'est bien joué à ça et ils l'ont compris et c'est pour ça je crois que même si le Fox News, certaines entités médiatiques, certains individus essaient de jouer sur soi-disant une saga, soi-disant un gros problème qui se passe entre les États-Unis et le Canada, ils ont compris que on va faire le jeu, on va jouer tantôt au bad cop, tantôt au good cop, mais on va essayer de jouer la diplomatie au point de ne pas trop perdre nos poils. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont capables de se mettre ensemble. C'est sûr que malheureusement, certains des premiers ministres de certaines provinces ont paniqué rapidement. Certains comme Doug de Toronto a déjà sorti ce qu'on appelle des publicités pour vanter, pour démontrer leur amour pour les États-Unis et qu'on ne peut pas aller seul, qu'on est appelé à vivre ensemble et à faire commerce ensemble. Alors, il essaye vraiment de jouer sur la carte de la sensibilité. Pour moi, ce n'était pas si nécessaire que cela, mais tout ce que ça nous apprend, nous, qui sommes des communautés kémites, c'est que on doit toujours comprendre que c'est en étant ensemble qu'on va rester fort. Ils ont compris ça et ils essayent vraiment de récupérer les pots cassés, de trouver une façon, même s'ils ne sont pas d'accord à tous les niveaux, même s'ils ne sont pas d'accord dans la manière de faire les choses ou de répondre à Trump, mais une chose certaine, c'est qu'ils ont mis les intérêts canadiens avant tout. Et je crois que c'est une certaine maturité qu'il nous faut avoir et qu'on doit nécessairement trouver les bonnes façons de faire en ce qui concerne qu'on peut ne pas aimer un individu, on peut ne pas aimer un président, mais s'il est debout pour les intérêts du pays, parce que c'est ça aussi le problème que nous avons, s'il est debout pour les intérêts, pour la sauvegarde des intérêts du pays, eh bien qu'on soit d'accord ou pas avec ce président-là ou ce représentant étatique, on va se mettre derrière lui pour avoir la bonne réponse et la bonne attitude face à tout autre individu ou tout autre allié. Et je crois que les Canadiens, en ce sens-là, ont appris et continuent d'apprendre et il faut s'en inspirer. Mais il y a un enjeu qu'il faut absolument que je vous entretienne là-dessus. On parle de l'immigration. L'immigration est le nœud au-delà du commerce, de l'échange
l'échange commercial entre les États-Unis et le Canada. L'immigration demeure une préoccupation pour ces deux pays. Je vais passer un extrait là-dessus, vous allez comprendre. Avec la pression migratoire qui existe bel et bien, nous avons donc voulu prendre du temps ce soir pour en parler. Doit-on réduire ou augmenter le seuil pour l'immigration permanente? Je vous montre un tableau. Et après ça, je vous laisse la parole. Oui, alors merci, M. Roy, pour nous offrir cette plateforme pour parler d'immigration. Au Parti libéral du Québec, vous notez que lors de la campagne électorale, on parlait de 70 000 comme seuil et être en lien avec les régions et nos besoins au Québec pour aller au-delà des seuils. Ce que la dernière année du gouvernement caquiste nous a appris, c'est que c'est plus un débat de seuil au Québec. Nous devons avoir une planification, ce qui manque cruellement, qui tient compte des immigrants temporaires et des immigrants temps permanents également. Alors, c'est plus une question de seuil. C'est une question, M. Roy, de faire en sorte que l'on identifie avec les régions nos besoins en main-d'œuvre, nos besoins en logement et notre capacité d'intégration. Ça prend une vision globale. On reviendra sur tout ça. Gabrielle Nadeau-Dubois. Il ne faut pas juste parler des seuils, il faut parler du modèle. Notre modèle d'immigration, il est brisé. François Legault et Justin Trudeau l'ont brisé ensemble en faisant exploser l'immigration temporaire puis en nous faisant croire artificiellement un peu au fond qu'on baissait les seuils permanents. Merci. Donc, ils disent que Trump essaye de mettre la pression pour que le Canada mette un peu plus de grippe sur l'immigration et que le Canada essaye d'atténuer ce flux d'immigrants. Je vais vous dire très sincèrement, il n'y a pas que les Haïtiens qui passent sur les frontières entre le Canada et les États-Unis. On a aussi un nombre assez important d'immigrants venus du continent Kiboulan. On a aussi un flux d'immigrants qui proviennent du Mexique et d'autres pays qui essaient de passer par les frontières canado-états-uniennes. Parce que, vous le savez, nos pays sont en plein bouleversement. Il y a aussi des Libanais, il y a un peu de tout. Et on a su, avec les dernières images, là, on a vu à Toronto, ils étaient débordés parce que l'économie canadienne n'est plus la même. Donc, ce qui fait qu'ils sont en train de jouer pour voir quel type d'immigration qu'on doit développer. Est-ce qu'on devrait toujours continuer à penser au quota? Parce que le Canada d'avant de 10 ans ou de 15 ans n'est plus ce même Canada. Il y a l'inflation, il y a beaucoup de défis socio-économiques. Donc, on accueille, oui, l'immigration est une arme importante pour le développement économique canadien et québécoise, mais en même temps, on se rend compte que si on n'essaie pas de mieux contrôler ce qui se passe entre les frontières, eh bien, ils vont être dépassés par les situations socio-économiques parce qu'on n'arrive plus à assurer, par exemple, un médecin pour un nombre spécifique d'individus qui vivent dans une région. Il y a le défi au niveau de la santé, il y a les défis aussi en termes de logements sociaux, il y a plein de défis. Donc, ce qui fait que, en même temps, on peut les critiquer par rapport aux décisions que certaines provinces prennent par rapport à l'immigration, mais on se rend compte aussi qu'il y a l'inflation, qu'il y a de sérieux problèmes socio-économiques au Canada qu'il faut bien régler. Alors, ce que je devrais dire à tous ces amis-là, aux abonnés, c'est que il faut qu'on commence à développer aussi nos pays. Il faut aussi qu'on commence à se dire que nos pays ont besoin, les bras, ont besoin des professionnels, ont besoin des gens qui professent dans certains métiers qui sont très importants et qu'on devrait, en fait, on parle des gouvernements bien entendu, faire en sorte que cette main-d'œuvre reste chez nous aussi. Parce que si je prends le temps de vous dire ce qui se passe concernant l'immigration ici, vous allez dire, ben écoutez, ce qu'ils nous disent n'est pas nécessairement ce qui se passe, ce n'est pas la réalité. Parce que les immigrants vivent des moments excessivement difficiles. Donc, il faut aussi commencer à se dire que nos pays ont besoin de nous pour se construire. Alors, il va falloir qu'on mette la pression. Il va falloir qu'on se dise les vraies choses à nos autorités pour qu'ils prennent leurs responsabilités en main et qu'ils arrêtent d'aller et faire le plat-ventre devant des étrangers au lieu de régler leurs problèmes, les problèmes difficiles auxquels nos communautés, nos pays, nos peuples font face. Alors, c'est ça vraiment qu'il faut retenir de toute cette saga-là qui va continuer d'ailleurs. C'est une télésérie. Hein. Ils vont continuer à faire des jeux parce que Fox News, donc on parle des conservateurs qui veulent jouer à tout ça pour pouvoir sortir les meilleures possibilités. Et là, on parle de possibilités naturellement socio-économiques.
Et donc les États-Unis, en résumé, comme j'ai eu à le dire, ils n'ont pas réellement d'alliés, ils n'ont pas d'amis. C'est des gens qui ne voient que leur nombril. Ils ne se soucient guère des autres pays, que ça soit des alliés ou pas, à retenir. Donc, quel qu'en soit le pays qui va vouloir faire une alliance avec vous, sachez que vous devez absolument regarder d'abord l'intérêt véritable de vos populations. Et je crois que les États-Unis a toujours démontré son incapacité à être honnête avec les gens qui ils transigent. Donc, si les États-Unis vous promettent quelque chose, il faut se dire, il faut prendre ça avec un grain de sel. Voilà, sujet numéro 2. Donc, comme j'ai dit, on va s'inspirer de Singapour. Singapour a été contraint, en fait, de quitter la Malaisie. La Malaisie aussi a enduré des coups durs avant de se mettre debout. Donc, Singapour a eu à le faire aussi, à sortir de la Malaisie. Et il n'avait absolument rien. Quand je vous dis rien du tout. On va écouter cet extrait-là, que vous ayez une meilleure idée de ce que je dis. En 1965, Singapour a été contraint de quitter la Malaisie. Pas d'armée, aucune ressource, pas d'eau douce. Une petite île de 2 millions de personnes vivant dans des bidonvilles. Puis la vision impitoyable d'un homme a construit le plus grand succès de l'Asie moderne. La Malaisie pensait que Singapour supplierait de revenir. Lee Kuan Yew avait d'autres plans. Nous survivrons, nous grandirons, et nous leur montrerons tout. La transformation a commencé. Lee Kuan Yew a fait face à des obstacles impossibles. Aucune ressource naturelle. Des voisins hostiles. 75% des habitants vivent dans des bidonvilles. Des émeutes raciales partout. La Malaisie coupe son approvisionnement en eau. La première chose qu'il a faite a choqué tout le monde. Il a construit l'armée la plus puissante d'Asie du Sud-Est. Si vous voulez être amis, c'est super. Mais si vous ne le voulez pas, nous sommes prêts. La survie avant tout. Puis vint ses principales mesures. L'anglais comme langue principale, tolérance zéro pour la corruption, intégration raciale forcée, épargne obligatoire pour tous les travailleurs. Le monde l'appelait le dictateur. Sa politique du logement était radicale. Démolition de tous les bidonvilles, construction de logements sociaux. Les Chinois, les Malais et les Indiens sont forcés de vivre ensemble. Aucune enclave ethnique n'est autorisée. Ingénierie sociale à grande échelle. La stratégie économique était géniale. Entreprises multinationales invitées avec avantages fiscaux, travailleurs qualifiés disponibles, a construit le meilleur port du monde. Zéro corruption garantie. Le commerce mondial a tout transformé. Révolution de l'éducation. L'anglais enseigné à tout le monde. Éducation axée sur la technologie et l'ingénierie. Les meilleurs étudiants étaient envoyés à l'étranger. Les enseignants ont les meilleurs salaires. Le mérite est devenu tout. En 1990, les résultats étaient le éclair. PIB, de 1 500 à 22 000 $ par personne. Logement, de 75% dans des bidonvilles à 90% de propriétaires. Éducation, de 50 à 95% des alphabétisations. Objectif, zéro corruption atteint. Les chiffres d'aujourd'hui sont stupéfiants. 3 pays dont le PIB par habitant est le plus élevé au monde. Le meilleur système éducatif au monde. L'immobilier le plus cher d'Asie. Niveau de vie plus élevé qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les méthodes controversées de Lee ont fonctionné. Je ne m'intéresse pas à la démocratie. Je m'intéresse à ce qui fonctionne. Il a prouvé quelque chose de puissant. Parfois, les choix les plus difficiles créent les meilleurs résultats. Le plan était clair. La survie avant l'idéologie, le pragmatisme plutôt que la politique, le mérite avant tout, tolérance zéro pour la corruption, du tiers-monde à premier en une génération. L'héritage de Lee, des rues propres, des villes sûres, une éducation de classe mondiale, une grosse puissance économique. Vous voyez, ce que je suis en train de vous montrer et démontrer, c'est que tout vient de la détermination d'un peuple, d'un leader, d'un chef d'État et de son entourage. Je vais vous le répéter, je vais le réitérer parce que ça doit bien entrer entre vos deux oreilles et vous allez boucher vos oreilles afin que ça reste pour toujours. Le leader en question, que cette personne soit la meilleure au monde, que cette personne ait la meilleure vision, que cette personne ait les meilleurs papiers, les meilleurs diplômes qui existent sur cette terre. Elle n'y sera rien sans son entourage, c'est-à-dire sans un groupe de personnes qui croient en cette vision, qui croient en cette détermination et qui se mettent ensemble pour garantir la survie de tout système qui sera mis en place pour le
le développement socio-économique, politique, voire spirituel de tout un peuple. Et je crois que c'est l'un des problèmes qu'on nous a inculqués, c'est de se dire que une fois qu'on est un leader, un chef d'État, eh bien, on va tout simplement démissionner et laisser le tout à cet individu-là qui a des limites. Et on oublie que ce sont des personnes, des êtres vivants qui ont des limites, qui ont des qualités, qui vont aussi faire face à de l'agression de l'intérieur, venant de l'intérieur et venant aussi de l'extérieur. On oublie ces éléments-là. Donc, on se dit, on a été aux urnes, c'est suffisant, on n'a pas besoin de booster et d'être là à challenger cet individu-là, ce gouvernement en question. L'histoire nous a bien démontré qu'un individu, et on a eu dans les années 60 combien de chefs d'État africains ont été abattus, ont été tués, éliminés, enlevés de ce monde-là. Ça a été la même chose aux États-Unis avec les leaders comme Malcolm X, comme Martin Luther King. Et en Haïti, j'en parle même pas. On parle de coups d'État, d'enlèvement, de meurtre, de tout ce qu'on peut imaginer. En Amérique latine, ça a été la même chose et ça continue. Donc, on ne peut pas tout simplement dire à nos chefs d'État, ben, on vous a mis là, c'est la démocratie. Ça, c'est le mot-clé là, la démocratie. Alors, vous faites ce que vous avez à faire et vous les laissez dans la gueule des lions que l'on connaît. Et ça, c'est l'erreur qui se répète dans nos cultures, dans notre manière de faire. Donc, ce que Singapour nous a démontré, ce que la Thaïlande nous a donné comme leçon, ce que la Chine nous a appris, voire la Russie, c'est que il faut qu'on arrête ce discours de démocratie. Et c'est pour cela que même si j'ai des réserves, je dis bien, même si j'ai des réserves, j'appuie l'AES. Lorsqu'ils ont pris le Mali, a pris la décision, et je crois c'est le Burkina Faso, le Niger, je crois, qui a suivi et a dit, écoutez, on a un premier ministre qui veut tellement avoir le pouvoir, va essayer par tous les moyens de nous mettre cette accusation de dictature, de ceci, de cela. Et donc, puisque cette personne ne coopère plus comme on le souhaite, eh bien, on va s'en défaire. On va s'en défaire parce que un pays qui était et qui faisait face à de l'agression interne par des étrangers et par certains individus du pays et qui ont tout fait pour terroriser leur population. Et malgré qu'on ait eu des chefs d'État civils, mais surtout, on n'a pas pu nous débarrasser de ces terroristes-là. Alors, on va mettre un gouvernement sur place qui va non seulement assurer la sécurité interne du pays, mais qui va se mettre debout contre toute agression venue de l'extérieur. Mais mon Dieu, pour parler de démocratie ou d'élection, il faut avoir une certaine sécurité, il faut avoir une certaine stabilité interne. Pourquoi se précipiter? Pourquoi vouloir autant des élections dans un pays qui n'est pas tout à fait stable? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'à un certain moment, on est bien dans notre coco? Pourquoi précipiter ça? Et c'est dans cette optique-là, en Haïti, que certaines personnes ont accepté de faire venir les États-Unis, de faire venir le Kenya, d'accepter que les États-Unis, le core groupe en général, décident de notre sort. Parce qu'on veut tellement avoir ces élections-là, tout le monde veut avoir le poste de président. Sachant qu'ils sont faibles, qu'ils sont même pas en mesure de regarder les autres en face. Sachant qu'ils n'ont aucune structure pour faire face à l'agression externe. Et donc, il faut bien se dire, il y a un principe à respecter. Oui, qui n'aimerait pas respecter les principes? D'ailleurs, dans beaucoup de cas, en ce qui concerne nos pays, on a accepté que l'autre vienne piétiner nos constitutions. Combien de fois la France a envoyé ses soi-disant consultants et autres venir modifier des constitutions? Donc, il faut qu'on arrête cette hypocrisie-là. L'idéal, c'est que on va faire comme le Singapour a eu à le faire, comme Taïwan a eu à le faire, voire Cuba a eu à le faire, et plein d'autres exemples, de se dire qu'on va fermer nos frontières. On va prendre le temps de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos besoins. On va essayer d'être pragmatique concernant nos pays et les besoins de nos populations. On va s'assurer de voir la culture, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est en faveur de notre élévation? On va regarder l'agriculture, parce que si on n'a rien dans le ventre, si on ne peut pas garantir la sécurité alimentaire, eh bien, on sait qu'on va rester d'éternelles poupées rousses. On va essayer de sécuriser le sol, tout ce qui se passe dans l'air et tout ce qui se passe au niveau maritime. On va s'assurer d'avoir les meilleurs services hospitaliers, etc., etc. C'est de ça qu'il en est question. Vous voyez l'affaire? Donc, il faut vraiment qu'on regarde les choses autrement. Bousculer les gouvernements pour avoir des élections, ça nous servira à quoi réellement? Sinon, qu'à servir les intérêts des pays, les fauves là qui sont là et qui attendent.
Quand j'ai pris le Canada est en train de regarder son système d'immigration. Ils se disent, OK, il y a certaines choses qu'on peut concéder à l'autre voisin. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas. Malgré qu'on est là, on joue des fois à l'imbécile et on accepte la majorité du temps leurs desiderata. Mais ils sont là aussi à regarder leurs intérêts, tout comme les États-Unis le font. Et les États-Unis, comme j'ai eu à le dire, le fait tout le temps. Nous, il faut voir ça aussi. Et non seulement qu'il faut le faire, donc regarder nos intérêts personnels, c'est-à-dire nos intérêts étatiques, mais il faut aussi regarder avec les alliés que nous avons, jusqu'où on peut aller. Et je crois l'AES en est l'exemple formidable à regarder de près. Il faut se poser les questions. Quand un pays fait face à de l'agression, à de l'incertitude interne, à de la vulnérabilité, donc ça veut dire on est en mode d'urgence. Et lorsqu'on est en mode d'urgence, c'est point le temps de philosopher sur des choses inutiles. Il faut regarder d'abord et avant tout comment on va faire pour remettre le pays sur pied. Et l'exemple de Singapour est l'exemple parfait pour ceux et celles qui continuent de se dire « Oh, c'est que on n'est pas, oh mon Dieu, on attend ceci, on attend cela. » Que je suis fatiguée d'entendre mes frères et mes sœurs dire ça. C'est comme si c'est la providence qui va nous délivrer. C'est comme si qu'il va y avoir un être spécial qui va venir de nulle part nous libérer. Mais cette libération va venir de nous et de notre capacité justement à assurer le bien-être de ce leader-là. Est-ce qu'on assure le bien-être et la sécurité de nos leaders? On veut les avoir, on veut les avoir. Est-ce qu'on est là pour assurer qu'ils fassent réellement le travail, qu'ils puissent avoir les matériels, les outils, les capacités pour faire le travail dont ils sont appelés à faire? Et c'est là le drame. Nous voulons ci, nous voulons ça, mais nous ne voulons pas travailler pour cela. Pensez-vous que Singapour, quand ils ont eu leur leader là, Lee Kuan Yew, qu'il avait la tâche facile? Il n'avait pas la tâche facile. Lee Kuan Yew n'avait pas la tâche facile, mais il avait des gens sur qui compter pour que les changements qu'il proposait puissent se matérialiser. Il avait un groupe d'hommes et de femmes qui croyaient en sa vision et qui se sont mis garants pour que ce système devienne un système exemplaire. Ils se sont dit, on va faire avec ou sans la Malaisie. Et ils ont démontré à la Malaisie qu'ils étaient capables. C'est ça, avoir de l'orgueil. Chez nous, c'est ce qui manque. On va se plaindre, on va pleurer, mais en termes d'orgueil pour nous permettre de nous dépasser, on n'arrive pas à avoir ça. L'orgueil doit nous aider à nous dépasser. C'est-à-dire que Saint-Domingue est en train de nous faire honte. Au lieu d'être là à se plaindre contre la République dominicaine, ben on va se mettre ensemble et on va s'assurer de faire honte à la République dominicaine. C'est comme ça. La France nous dit qu'on sera rien dans ce monde-là. On va mettre l'effort qu'il faut pour démontrer à la France que non, vous allez avoir honte. C'est vous qui devez avoir honte parce que nous avons confiance en nos capacités, nous avons confiance en nous-mêmes. On va prendre les décisions qu'il faut pour nous sortir de ce bourbier-là que vous avez créé pour nous. Donc, pour les Haïtiens qui disent « Oh, on n'a plus l'armée, c'est que on a... » Écoutez, là, Singapour n'avait pas d'armée lorsqu'ils ont été contraints de laisser la Malaisie. Ils ont créé l'armée qu'ils voulaient, qui répondrait à leurs besoins. C'est ça, avoir la conviction. C'est ça, avoir une vision collective. Ils ont dit, on a quoi? Des bidonvilles, des favelas, on va s'assurer de ne plus en avoir. Donc, au niveau de leur PIB, ils sont inspirants. C'est ça. Il faut avoir l'orgueil pour inspirer les autres. Notre orgueil est passé où? On est là à se lancer des trucs, à se donner l'air d'être important, alors que dans nos actions, on ne démontre pas cette importance-là que nous avons pour nous-mêmes et envers nous-mêmes. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Il faut s'inspirer de pays, de situations qui pourraient nous aider à faire mieux. Il faut avoir l'orgueil pour nous dépasser, nous surpasser. Il faut avoir l'orgueil de se dire on va se mettre ensemble, on va rester sur les principes. Vous avez vu, ce sont les principes qui ont sauvé ce pays-là. Corruption, niet. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont parfaits. Mais ils ont dit il y a certaines choses qu'on va réellement nous obliger à adopter comme attitude et comme position, comme action. On va se dire que notre devise, notre manière de faire, nos principes devraient être zéro corruption. On va se dire il faut absolument que notre développement socio-économique s'accélère, Excelsior tout le temps. Il faut qu'il y ait des visions, mes chers amours. Et c'est comme ça qu'on va faire la différence. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de trouver toutes les excuses du monde. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Et qu'est-ce qu'on a? Pourquoi ne pas miser sur ce que nous avons au lieu de voir toujours le verre à moitié vide? Pourquoi on ne peut pas voir le verre à moitié plein? Parce qu'on a énormément de choses. Et vous avez entendu
entendu, le Singapour n'avait aucune ressource naturelle de connue. Malgré tout, ils ont fait l'impossible. Dans nos pays, nous avons toutes les ressources du monde, les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources minières, les ressources maritimes. On a de tout et de tout et de tout. Donc, il nous manque uniquement la vision, la détermination, l'envie et l'orgueil d'être mieux que l'autre. L'autre qui est toujours là à vouloir nous ramener comme des crabes là. C'est ce que font les soi-disant amis que nous avons. Ils nous tirent vers le bas. Alors à nous maintenant d'être plus intelligents. À nous maintenant de se dire que le moment est arrivé là. Il faut qu'on fasse les choses autrement. Il faut. C'est une question de survie. C'est une question aussi de laisser, de léguer quelque chose d'important aux nouvelles générations. Comme je le dis toujours, nos ancêtres ont eu à redonner l'humanité dans ce monde. Maintenant, qu'avons-nous à offrir et que voulons-nous laisser pour les générations futures? J'étais contente de vous servir aujourd'hui. À une prochaine émission. Et avant de vous quitter, comme d'hab, je vous dis, Kembe Jam Palagé. Bisous, allez, et à la prochaine. On est presque à la fin de l'année. Restez branchés et continuez d'abonner à la chaîne. Partagez les vidéos et surtout, commentez-les parce que c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un bonheur de vous lire et de réagir avec Kembe Jam. À la prochaine.